Un soldat rentre chez lui pour l'anniversaire de sa fille. Mais lorsqu'il ouvre la porte, la vision qui s'offre à lui le laisse d'abord stupéfait, puis en larmes. David n'en croit pas ses yeux. Dès l'instant où la lourde porte s'entr'ouvre en grinçant, il est assailli par une odeur âcre d'humidité et de fumée de cigarettes froides qui semble s'accrocher à chaque brin de bois. David, un soldat aguerri qui revient tout juste de semaines d'entraînement éreintant, s'était préparé aux cris de joie de sa fille pour son 3e anniversaire. Au lieu de cela, un silence étouffant pèse sur la maison de banlieue qu'il connaît si bien. Aucun son, aucun rire, juste l'obscurité et un froid qui lui transpercent les os. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Il s'avance, ses yeux de soldat balayant rapidement le salon. Tous ses sens sont en alerte. Ce qu'il voit n'est pas l'espace chaleureux et habité dont il se souvenait, mais une scène qui lui serre le cœur. Sur le plancher de bois usé, au beau milieu de la pièce, Émilie, l'aînée de 10 ans, est recroquevillée, ses bras menus enroulés autour de Sophie. La petite silhouette de Sophie semble d'une fragilité alarmante, bien plus petite que dans les souvenirs de David. Dans la main de Sophie, il y a un morceau de pain dur et sec, presque aussi dur que de la pierre. Pas de glaçage, pas de bougie, pas de décoration, juste un bout de croûte nue. Émilie, la tête baissée vers sa sœur, ses petites épaules tremblantes, caresse doucement les cheveux emmêlés et mouillés de sueur de Sophie pour la réconforter. David réalise que c'est l'improvisation de sa fille pour faire un gâteau d'anniversaire à sa petite sœur. Un sanglot étouffé monte dans la gorge de David. Il reste là, cloué au sol, ses jambes comme du plomb, tandis que des larmes, chaudes et incessantes, dévalent ses joues bronzées par le soleil. Des larmes qu'il n'avait jamais versées, pas même sur les champs de bataille les plus féroces. À ce moment-là, Laura, la belle-mère des filles, apparaît depuis la cuisine. Une lueur d'alarme traverse son visage quand elle voit David, debout. Ses lèvres se tordent en un sourire forcé alors qu'elle dissimule rapidement son malaise. « Eh bien, bonjour, tu es rentré », dit-elle, sa voix un peu trop aiguë, tendue. Les enfants ont juste renversé un peu de nourriture, alors ils nettoient, c'est tout. Pendant qu'elle parle, elle s'approche vivement, et du pied, balaie quelques miettes dures et sèches sur le sol, comme pour cacher délibérément tout ce que David pourrait remarquer, comme si elle effaçait les preuves d'un repas maigre ou de quelque chose de bien pire, le dénuement le plus total. David force la nausée et la douleur qui montent en lui à redescendre. Il s'avance, s'agenouille, d'une main tremblante, prend Sophie dans ses bras. Son petit corps est d'une légèreté alarmante, comme des os fragiles enrobés de peau. En la serrant contre lui, il sent ses petites côtes sous le tissu fin de son t-shirt. Il embrasse son front, qui est chaud au toucher, signe d'une légère fièvre. « Joyeux anniversaire, ma chérie », murmure-t-il, la voix brisée. David farfouille d'une main hésitante dans le tiroir de la table de chevet. Il y trouve une bougie solitaire et décolorée, oubliée depuis longtemps. Il la plante dans le morceau de pain et l'allume. La flamme vacillante projette une lueur chaude sur le visage innocent de Sophie, accentuant ses traits émaciés. Laura se tient là, les bras croisés, son sourire forcé toujours en place, mais ses sourcils froncés, ses yeux lançant des éclairs d'irritation. Alors que David allume la bougie, il voit à quel point ce petit geste anodin l'agace. Émilie s'agite à ses côtés, ses yeux fixés sur Laura, comme si elle attendait un signal. Son regard est rempli de peur et d'inquiétude, suppliant silencieusement David de ne rien faire qui puisse rendre Laura furieuse. Le dîner est vite expédié. Un repas ordinaire avec des plats que David ne se souvenait pas avoir achetés, probablement préparés par Laura elle-même. Elle monopolise la conversation, ne laissant aucune chance à David de poser d'autres questions sur les enfants ou sur ce qui s'était passé en son absence. Elle lui répète de ne pas gâter les enfants avec des cadeaux ou trop d'attention après avoir été absent si longtemps. Ils se sont habitués à une routine disciplinée, ne la brise pas, dit Laura d'un ton autoritaire. David reste silencieux, se forçant à avaler le repas sans s'étouffer. La nuit tombée, David emmène les filles dans leur chambre. Il serre Sophie contre lui, la berçant jusqu'à ce que sa respiration se fasse régulière après une longue et épuisante journée. Dans l'obscurité, Sophie murmure faiblement, sa petite voix à peine audible, « Je ne veux pas être enfermée dehors, affamée ». En entendant ces mots, Émilie, allongée dans son lit à côté d'elle, se penche instantanément pour serrer la petite main de Sophie et secoue rapidement la tête, lui signalant de se taire. Les yeux d'Émilie se posent sur ceux de David dans le noir, le suppliant de ne pas poser de questions, de ne pas insister sur ce que Sophie vient de dire. Dans ce regard, il y a une peur si profonde qu'elle lui serre la poitrine. David éteint la lumière.
Le silence s'installe dans la pièce, mais il ne dure pas. De la cuisine arrive le murmure prolongé d'une voix d'adulte. Ce n'est pas le son d'enfants qui rêvent ou s'agitent dans leur sommeil. C'est Laura. Sa voix est un sifflement bas et colérique, aigre d'amertume, portant des mots comme « n'aie pas l'audace de faire des commérages et si tu renverses encore de la nourriture, tu te passeras de manger pendant une semaine entière. » L'estomac de David se noue, une vague de dégoût monte en lui. Quelque chose ne va pas dans cette maison, quelque chose de très grave. 2 jours se sont écoulés depuis le retour de David. Il s'est jeté à corps perdu dans la réparation de la maison, essayant de réparer les dégâts laissés après des semaines d'absence. Le toit fuit, les gonds de la porte grincent et la clôture en bois a été renversée par une vieille tempête. Il veut que tout redevienne normal, reconstruire un sentiment de sécurité et de stabilité pour sa famille. Tôt le matin, David grimpe sur le toit, le bruit régulier de son marteau brisant le silence de l'aube. Laura lui apporte une tasse de café fumante et la pose à côté de lui. « Concentre-toi juste sur la réparation de la maison, dit-elle d'un ton assuré. Je me suis déjà occupée de l'école des enfants. Je leur ai dit qu'Émilie avait la grippe depuis quelques jours, donc elle reste à la maison pour se reposer. Ils ont dit que c'était bon. Tu n'as pas à t'en soucier. » David hoche la tête. En tant que père qui vient de rentrer après une longue absence, il sent qu'il doit faire confiance à sa femme. Il croit que Laura va tout gérer pour qu'il puisse se concentrer sur la restauration de la maison. À la mi-journée, David décide de nettoyer le vieux cabanon de rangement. Une faible lumière filtre par la petite fenêtre, des grains de poussière flottant paresseusement dans l'air. En essayant de déplacer une pile de vieilles planches de bois, il tombe sur une grande poubelle en plastique remplie de bouteilles en plastique écrasées, de bocaux en verre vide et de canettes de soda. Elle était dissimulée sous une étagère encombrée. Laura passe par là et y jette un regard froid. « Oh, c'est juste notre recyclage, dit-elle d'un ton neutre. Ça attend d'être emmené. » David remarque que la quantité est inhabituellement grande, mais n'y pense pas plus que ça. De nombreuses familles recyclent et il a été absent pendant un certain temps. Cet après-midi-là, David se rend au magasin de bricolage pour acheter de la peinture afin de refaire la chambre des enfants. Il veut éclaircir l'espace, effacer la tristesse qu'il a ressentie depuis son retour. Sophie est ravie de la nouvelle couleur de peinture, trottinant autour de David, babillant et montrant du doigt des choses. Émilie se tient dans l'embrasure de la porte, les mains sur les hanches, ses yeux fixant à plusieurs reprises l'horloge murale. L'expression dans ses yeux n'est pas seulement l'habitude de vérifier l'heure, elle dégage une sorte d'inquiétude, comme si elle attendait que quelque chose se produise, un ordre auquel elle est habituée et que David ne peut pas comprendre. Il suppose simplement qu'Émilie est un enfant avec de bonnes habitudes de ponctualité ou qu'elle a peut-être simplement manqué l'école. Un peu plus tard, Madame Gress, leur gentille voisine âgée, s'arrête à la barrière. Elle semble prête à dire quelque chose à David, ses yeux agités. Mais Laura apparaît immédiatement, arborant un sourire contraint. « Bonjour, Madame Gress, pourquoi ne pas venir dans la cuisine pour boire un verre ?» On dirait que Laura pousse Madame Gress à entrer. Quand Madame Gress s'en va, elle ne fait à David qu'un sourire poli, ses yeux toujours embués de culpabilité, mais elle ne dit pas un mot. David sent quelque chose d'étrange, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ce soir-là, David passe du temps à jouer avec ses filles. Il apprend à Sophie à souffler des bulles de savon dans le salon. Les petits rires de sa fille réchauffent son cœur. Émilie se tient dans l'embrasure de la porte, les regardant en silence. Son regard reste fixé sur le sac à dos vide accroché à un porte-manteau tout proche. Sa petite main se serre légèrement, comme si elle voulait emporter ce sac quelque part où on avait très envie. Un vague sentiment de malaise agite à nouveau David. Le sac à dos est vide, pourtant elle le fixe comme s'il exerçait une sorte d'emprise sur elle. Il se demande pourquoi elle fait ça, ce qui la tracasse. Ce qui reste dans l'esprit de David, c'est ce que Laura a dit le lendemain matin. Il avait prévu d'emmener les 2 filles à l'école le lendemain, espérant qu'Émilie et Sophie pourraient retrouver une routine normale. Mais quand il en parle à Laura, elle répond d'un ton désinvolte. « Demain, l'école est fermée de façon inattendue. » David sent que quelque chose ne va pas. Son explication ne correspond pas à ce qu'il a observé, et un sentiment de suspicion plus aigu commence à s'installer dans son esprit. Si vous étiez David dans cette situation, ressentiriez-vous la même chose que lui? Le lendemain matin, le ciel est couvert de lourds nuages gris, annonçant une journée maussade. David a décidé de ne pas prendre les paroles de Laura pour argent comptant. En tant que soldat entraîné à rester alerte et à vérifier les informations, le manque de clarté dans son explication l'a incité à agir. Il se rend directement en pick-up à l'école d'Émilie.
De loin, David peut voir les grilles de l'école grand ouvertes, avec des enfants qui portent leur sac à dos et se dirigent vers leur classe. Quelque part à proximité, la cloche sonne, signalant le début de la journée d'école. La cour est loin d'être vide, contrairement à ce que Laura lui a dit. Il roule lentement à travers les grilles, observant les élèves qui se dispersent dans la cour. L'école fonctionne manifestement comme d'habitude. David prend son téléphone et appelle Laura. « Tu as dit que l'école était fermée de façon inattendue », demande-t-il, en gardant sa voix aussi calme que possible. Laura ne bronche pas. Elle répond froidement, « Ils ont changé l'emploi du temps à la dernière minute. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ces choses insignifiantes. Je t'ai dit qu'Emily a besoin de plus de repos. Concentre-toi juste sur tes propres affaires. » David fronce les sourcils. Ces mots ne sont pas du tout convaincants. Il n'y a eu aucune annonce concernant un changement de dernière minute. Une grande école ne ferait tout simplement pas une chose pareille. Cet après-midi-là, David s'arrête dans son dépanneur habituel pour acheter quelques articles. Par hasard, il aperçoit l'institutrice d'Emily à la caisse. Il s'approche pour la saluer. L'institutrice a l'air un peu surprise et inquiète de le voir. « Bonjour, David, vous êtes de retour ? Emily est absente depuis plusieurs jours maintenant. Est-ce qu'elle va bien ? Mon fils m'a dit qu'il ne l'avait pas vue à l'école. » Elle hésite, ses yeux chargés d'une certaine gravité. David se fige. Ces mots non seulement confirment l'absence d'Emily, mais aussi le fait que l'école s'en inquiète sincèrement, ce qui contraste fortement avec le récit de Laura. Le malaise qu'il ressentait se solidifie en une suspicion claire. De retour à la maison, David s'efforce de ne pas montrer la colère qui gronde en lui. Il trouve Emily et s'assoit à côté d'elle. « Emily, dis-moi, pourquoi n'es-tu pas allée à l'école ?» demande-t-il doucement. Emily baisse la tête, ses lèvres serrées. Ses petites mains sont fermées. « J'ai eu un mal de ventre » murmure-t-elle, sa voix à peine audible. Soudain, Laura apparaît derrière eux, coupant court d'un ton sec, « Je t'ai déjà dit. » Elle trouve toujours des excuses pour sécher l'école. C'est tout. Elle est paresseuse. Ne la gâte pas en croyant ses mensonges. David regarde de Laura à Emily. La peur dans les yeux de sa fille est impossible à feindre. Plus tard dans la journée, pendant que Laura est occupée dans la chambre, David se promène dans la cuisine, faisant semblant de chercher de la nourriture. Ses yeux se posent sur le calendrier scolaire scotché au réfrigérateur. Comme il s'y attendait, tous les jours de classe récents d'Emily ont été grossièrement barrés avec un gros marqueur noir. Les traits désordonnés sont indéniablement l'écriture de Laura. Ce n'est pas un accident. C'est délibéré. Un flot de sang chaud monte à la tête de David. En fin d'après-midi, David s'assoit à côté de Sophie et la regarde gribouiller sur un morceau de papier avec l'insouciance d'une enfant de 3 ans. Sophie gazouille, « C'est bien de ne pas avoir à sortir aujourd'hui. » Emily, qui passait par là, entendant les mots de sa petite sœur, écarquille les yeux, choquée. Elle arrache instantanément le crayon de la main de Sophie, déchire le dessin en morceaux et jette un coup d'œil vers la cuisine, comme pour vérifier si Laura a entendu. Ce seul geste est un signal clair de la peur écrasante d'Emily, ne laissant à David aucun doute. Il lutte pour retenir la colère qui monte en lui. Juste à ce moment-là, le téléphone de David vibre. C'est un message de Tom, son ami de la police. « Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Emily est-elle absente de l'école depuis plusieurs jours ? Son institutrice m'a appelé pour prendre de ses nouvelles. » David regarde le message, puis Laura, qui fait les 100 pas dans la cuisine. La suspicion se durcit en une résolution inébranlable. Il doit découvrir la vérité. En fin d'après-midi, quelques gouttes de pluie commencent à frapper les fenêtres. Leur bruit régulier renforce la morosité à l'intérieur de la maison. Un froid pénétrant se glisse dans chaque recoin. Bien que les lumières soient allumées, l'espace semble imprégné d'une froideur indescriptible qui ne vient pas seulement du temps. À l'intérieur de David, ce froid est alimenté par des soupçons croissants qui se transforment en une résolution d'enquêter. Il décide d'essayer une approche différente pour atteindre ses filles. Il invite Sophie et Emily à se joindre à lui. « Dessinons un beau gâteau d'anniversaire pour nous rattraper de ce morceau de pain sec l'autre jour, » dit-il, d'une voix douce, cherchant à apaiser la tension dans l'air. Sophie rayonne, s'emparant avidement d'un crayon. Emily s'assoit à côté de sa sœur, mais son expression reste lourde. Pendant que Sophie esquisse des cercles bancals et des bougies vacillantes, Emily se penche sur un dessin différent. Les yeux de David se posent sur son papier. Une femme a pris forme là, les cheveux ébouriffés tombant sur un visage partiellement caché. Elle porte une robe noire ample et informe, dans une main,
Elle tient une bouteille en verre qui ressemble beaucoup à une bouteille d'alcool. La femme se tient là, bloquant le passage à deux petits enfants recroquevillés. Le dessin est simple, mais d'une vivacité dérangeante. « Qui est-ce, ma chérie ?» demande David doucement, en gardant un ton léger. Émilie sursaute, ses yeux s'écarquillant de panique, comme si elle était prise en flagrant délit d'avoir exposé un secret interdit. Elle froisse rapidement le papier en une boule serrée, comme s'il lui brûlait les mains. « Personne. Je gribouillais juste, balbutie-t-elle, la voix tremblante. Elle jette la boule de papier avec force dans la poubelle voisine, évitant son regard. Ce seul geste en dit plus que n'importe quel mot, quelque chose d'horrible est caché. À ce moment-là, Laura entre dans le salon. « Je vais au marché, dit-elle, d'un ton froid et pressé. » Sans attendre la réponse de David, elle se retourne et se dirige droit vers la porte. Il la regarde partir. Elle ne prend pas la voiture. Laura conduit généralement pour aller au marché, alors pourquoi marche-t-elle aujourd'hui? L'urgence dans ses manières ne correspond pas à une sortie shopping décontractée. On dirait plutôt quelqu'un qui s'échappe pour faire quelque chose en secret. Après le départ de Laura, David dit aux filles qu'il va au garage chercher des outils. C'est l'occasion parfaite de vérifier sa voiture. La lumière du garage pend faiblement d'un cordon, projetant une faible lueur sur l'odeur d'essence et de poussière. Il se dirige vers la voiture de Laura. Le coffre n'est pas verrouillé. David le soulève. À l'intérieur se trouve un grand sac en toile de jute rempli de bouteilles en plastique et en verre vide, identique à celle qu'il a vue dans le cabanon de rangement. À côté, il y a un grand sac en filet rempli de baies sauvages, le genre qui ne pousse qu'à la lisière de la forêt. Des baies qu'il sait n'avoir jamais ramenées à la maison. Et enfin, il voit une minuscule paire de gants d'enfant incrustés de saleté et de boue séchée. Ils ne peuvent appartenir qu'à Émilie ou Sophie. Un choc parcourt l'échine de David. Les pièces éparses commencent à s'assembler. « Émilie, lance David, en gardant sa voix aussi calme qu'il le peut, tu peux venir en bas avec papa une minute. » Elle apparaît en haut des escaliers menant au garage, ses yeux écarquillés fixés sur lui. Il y a une terreur pure dans son regard, et ses petites mains sont fermées. Elle n'ose pas descendre, se contentant de rester là, tremblant. David comprend. Elle a peur de Laura. Peur de dire quelque chose qu'elle ne peut pas se résoudre à exprimer à voix haute. Juste à ce moment-là, il entend les pas de Laura dehors. Elle a soit terminé sa virée au marché, soit accompli la course qu'elle avait en tête. Il n'y a plus aucun doute dans l'esprit de David. Quelque chose de terrible arrive à ses filles, et Laura en est la cause. Il doit découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, David se réveille plus tôt que Laura et les enfants. Le faible soleil du matin se glisse à travers les rideaux, mais il ne fait rien pour alléger la lourdeur dans sa poitrine. Il a passé toute la nuit à rassembler les pièces du puzzle. L'odeur de fumée de cigarette, la croûte de pain sec, l'expression de peur d'Émilie, le dessin sinistre qui a été jeté, puis les bouteilles dans le coffre, les petits gants tachés de saleté et l'appel téléphonique de son ami qui travaille comme agent de sécurité au bar. Tout cela pointe vers une vérité terrifiante qu'il ne peut plus ignorer. David descend à la cuisine. Laura est déjà là, sirotant une tasse de café. Il essaie de paraître aussi normal que possible. Aujourd'hui, je prévois de finir de peindre la chambre des enfants, dit David. Laura se contente de hocher la tête, distraite, sans jamais le regarder dans les yeux. Il sait qu'elle ne se soucie pas vraiment de ce qu'il fait. C'est l'occasion parfaite pour lui de commencer son enquête. Après le départ de Laura, David la suit secrètement. Il garde une distance de sécurité, conduisant son pick-up le long d'une route qui longe les bois. Laura se dirige vers un tronçon désert près d'un sentier étroit menant à la lisière de la forêt, un endroit qui semble rarement fréquenté. David la voit arrêter la voiture, ouvrir le coffre, en sortir quelques sacs en tissu vide et dire quelque chose dans le vide. Il fronce les sourcils. Émilie et Sophie ne sont pas dans la voiture, alors où sont-elles? Laura ferme le coffre et s'en va. L'absence de ses filles le trouble, mais cela ne fait que renforcer sa détermination à découvrir la vérité. David ne suit pas Laura plus loin. Au lieu de cela, il se dirige vers la ferraille dont Tom lui a parlé. C'est un grand terrain ouvert empilé de sacs énormes, avec l'odeur âcre du métal et du plastique recyclé. Il s'approche de l'homme au comptoir, un type d'âge moyen au visage buriné. « Bonjour, dit David. J'aimerais vous demander quelque chose. Connaissez-vous deux petites sœurs qui apportent souvent des bouteilles ici ?» L'homme le regarde et hoche la tête. « Oui, je les connais. L'aînée a peut-être 10 ans, la plus jeune est encore toute petite. Des gamines qui travaillent dur. Elles viennent généralement vers midi. Elles ont l'air fatiguées et maigres. »
Qu'est-ce qu'elles apportent habituellement? Demande David, se forçant pour que sa voix ne tremble pas. Des bouteilles et parfois des baies sauvages des bois, le genre que seuls les enfants ont la patience de cueillir, répond l'homme. Puis il se penche sous le comptoir pour prendre une pile de reçus. Les paiements se font généralement en espèces, et il y a une femme plus âgée qui vient les récupérer pour elle ou à leur place. Il tend à David le reçu le plus récent. Dessus est inscrit l'initiale L pour indiquer qui a reçu l'argent. David vérifie la date et l'heure. Cela correspond à l'un des jours où Émilie était absente de l'école, comme son institutrice l'avait mentionné. Le schéma est maintenant plus clair que jamais. Depuis le centre de recyclage, David se rend directement au bar où son ami Tom travaille comme agent de sécurité. Il y trouve son ami. « Tu as dit que Laura vient souvent ici ?» demande David d'une voix basse. Son ami hoche la tête. « Oui, presque tous les jours. Elle s'arrête généralement juste après le déjeuner. Et c'est toujours de l'alcool fort. La quantité qu'elle achète ne cesse d'augmenter et elle n'a plus l'air d'elle-même. » Cette confirmation de son ami frappe David comme un coup de massue. Il rentre chez lui, mal à l'aise, un mélange anxieux d'inquiétude et de colère s'accumulant en lui. Il sort les devoirs d'Émilie. Comme il s'y attendait, des pages entières sont laissées complètement vierges. Cela correspond exactement au jour où les reçus de ferraille sont apparus et au jour où l'institutrice d'Émilie a dit qu'elle était absente. Émilie n'était pas seulement laissée affamée ou enfermée, Laura la forçait à travailler. Cette nuit-là, David n'arrive pas à dormir. En passant devant la chambre de sa fille, il voit la faible lueur de la veilleuse qui se répand. Émilie est assise sur son lit, fixant intensément le réveil, réglé plus tôt que d'habitude. Sa petite main tremble légèrement, comme si elle attendait un ordre familier, non pas pour la préparer pour l'école, mais pour la préparer à une autre longue et éreintante tâche. Une douleur aiguë lui serre la poitrine. Tout est maintenant douloureusement clair. Laura a transformé ses enfants en outils pour financer sa dépendance à l'alcool. Le téléphone de David vibre. C'est un message de l'acheteur de ferraille. « Bonjour, les filles passeront demain à midi comme d'habitude pour la livraison. » David serre fermement le volant. La douleur et la fureur en lui se sont transformées en une résolution froide. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Demain, il affrontera la vérité de plein fouet et sauvera ses enfants. Et le lendemain, ce qu'il a vu l'a laissé figé. Le lendemain après-midi, l'air du petit marché local est lourd avec l'odeur de moisi qui se dégage des tas de bouteilles de ferraille et l'odeur poussiéreuse de la route qui cuit sous le soleil brûlant. David est arrivé tôt, se cachant dans un coin d'ombre, juste à côté du sentier étroit menant au centre de recyclage dont l'homme lui a parlé. Son cœur bat à tout rompre, un mélange angoissant d'inquiétude, d'espoir et d'une colère froide qui bouillonne. Il sait que le moment de vérité est proche. Le temps s'étire, chaque minute s'allonge à l'infini. David garde les yeux fixés sur le sentier étroit, puis il les voit. Émilie, l'aînée de 10 ans, émerge du sentier, traînant derrière elle un grand sac en toile de jute. Il est si lourd qu'il frotte contre le sol, produisant un bruit de froissement désagréable. Son visage est pâle, strié de saleté et de sueur, ses cheveux emmêlés et collés à son front. La petite pente de ses épaules est tendue, chaque muscle tendu par l'effort. Elle tire de toutes ses forces, chaque pas étant lent, tremblant et lourd. Sophie, sa fille de 3 ans, suit juste derrière. Elle serre un petit sac en filet rempli des mêmes baies sauvages que David a vues dans le coffre de la voiture de Laura, des mûres ou des framboises incrustées de boue. Les petites mains de Sophie tremblent d'épuisement, son petit visage est tiré et émacié, ses paupières s'affaissent de pure fatigue. Les deux enfants ont l'air minces, sales et si loin de l'image que David s'était faite de leur vie pendant son absence. Les sœurs s'approchent de la balance de l'acheteur. L'homme derrière le comptoir leur lance un regard entendu, pèse les bouteilles et le sac de bail, puis tend quelques billets à Émilie. Émilie compte attentivement, puis range rapidement l'argent dans la poche effilochée de son t-shirt. Ses yeux balaient les environs, pleins de peur et de lassitude, comme si elle avait peur que quelqu'un lui arrache le maigre butin ou qu'elle soit surprise. David ne peut plus supporter ça. Il sort de l'ombre, la fureur montant en lui. « Émilie. Sophie. » Sa voix coupe l'air lourd et étouffant, profonde, claire et autoritaire. Au son de la voix de leur père, Sophie lâche instantanément le sac de bail. Ses yeux s'écarquillent de surprise, puis son petit visage se froisse, se tordant entre une peur écrasante et un soulagement incontrôlable. Elle éclate en sanglots, le son traversant le coin du marché, et court droit vers David. Elle se jette sur lui, s'accrochant fermement à sa jambe et refusant de lâcher prise. « Papa, je ne veux plus ramasser de bouteilles », sanglote-t-elle. « J'ai faim. J'ai tellement faim. »
Ses cris sont comme du sel frotté dans la plaie du cœur de David. Émilie se fige sur place, le sac de bouteilles et de canettes toujours serré dans sa main. Ses yeux se remplissent de larmes, fixant David avec un mélange de surprise et de peur. Après un bref moment d'hésitation, Émilie ne peut plus se retenir. Elle lâche le sac sur le sol et se précipite dans les bras de David, s'accrochant fermement à lui. Sa voix se brise en sanglots alors qu'elle déverse la vérité qu'elle a été forcée de cacher tout ce temps. « Maman Laura, elle nous a forcés à quitter l'école pour aller ramasser des bouteilles et cueillir des fruits sauvages, puis utiliser l'argent pour acheter de l'alcool. Elle a dit que si on le disait à quelqu'un, on serait enfermé dehors, sans nourriture, sans abri. » Émilie remonte sa manche, révélant une ecchymose faible mais toujours visible sur son petit bras. « Maman Laura nous punit très fort si on ne fait pas du bon travail. J'ai tellement peur, papa. » David enroule ses deux filles dans ses bras, essayant de les calmer, mais ses yeux brûlent d'une fureur qu'il peut à peine contenir. Son visage s'assombrit, gravé d'une rage froide et bouillonnante. L'image de ces deux petites filles fragiles et sales, forcées de travailler sous le soleil de plomb juste pour financer l'alcool de Laura, s'enfonce profondément dans son esprit. Il en a assez vu. En menant ses filles hors du marché de la ferraille, Sophie s'accroche à sa jambe et Émilie serre sa main, sanglotant toujours. Les yeux de David sont fixés sur un seul endroit, sa maison. Il rentre chez lui avec ses deux filles tremblantes et épuisées. Il ouvre la porte. Instantanément, l'odeur d'alcool le frappe, plus forte qu'il ne l'a jamais sentie. Et puis il voit Laura. Elle est affalée sur le canapé du salon en plein jour, une bouteille d'alcool fort presque vide posée sur la table basse devant elle. Son regard est terne et vide alors qu'elle les regarde tous les trois, debout dans l'embrasure de la porte. Laura n'a même pas l'air surprise ou alarmée de voir David arriver avec Émilie et Sophie. Il n'y a qu'une indifférence glaçante dans ses yeux. Et c'est à ce moment-là que David sait qu'il est temps de prendre une décision dévastatrice. Avez-vous déjà vu un enfant grandir avec une peur pareille? Cet après-midi-là, la maison est imprégnée d'un air épais et étouffant de tension. L'odeur âcre et aigre d'alcool plane lourdement comme un nuage toxique qui étouffe tout. David conduit Émilie et Sophie dans la chambre des filles. Sophie, épuisée et secouée par les sanglots de terreur, s'est endormie dans ses bras. Émilie, les yeux encore rouges et écarquillés de peur, est recroquevillée sur le lit, serrant la main de sa petite sœur, le visage enfoui dans l'oreiller, comme si elle essayait de se cacher du monde. David s'agenouille à côté du lit, caressant doucement leurs cheveux. « Je suis rentré maintenant, dit-il, sa voix basse et ferme, portant le poids d'un vœu prononcé dans l'obscurité. Je ne laisserai plus jamais cela se produire. Restez ici. Je vais m'occuper de tout. Je vous le promets. » Il les réconforte avec toute la tendresse qu'il a, même si une colère froide et brûlante gronde en lui. Ce n'est pas le genre de rage qui hurle. C'est la fureur silencieuse et tranchante d'un soldat qui a perdu sa confiance. L'amertume le pique pour ne pas l'avoir vu plus tôt, pour avoir placé autant de confiance en Laura, la femme qu'il avait cru capable de guérir sa famille après la mort de sa première femme. Il a été trop absorbé par le travail, trop disposé à croire ses promesses, pour remarquer ce qui se passait sous son propre toit. David se lève, prend une profonde inspiration et ravale la boule qu'il a dans la gorge. Il sait qu'il doit y faire face maintenant. Pas une seconde ne doit être perdue. Sortant de la chambre, il se dirige droit vers le salon. Laura est toujours là, affalée sur un canapé en tissu usé, sa posture lâche et paresseuse. Une bouteille d'alcool fort presque vide est posée sur la table basse devant elle, à côté d'un verre avec quelques gouttes au fond. Son regard terne et vide dérive au-delà de David, comme s'il n'existait pas, une indifférence si glaçante qu'elle lui donne la chair de poule. Elle ne prend même pas la peine de se lever ou d'agir surprise par son retour avec les enfants. Ses cheveux sont un peu en bataille, quelques mèches collées à sa tempe et l'odeur d'alcool qui se dégage d'elle est si forte que David la sent brûler dans ses sinus, apportant avec elle une vague de dégoût. « Que as-tu fait à mes enfants ?» demande David, sa voix glaciale, chaque mot compressé sous la tension d'un contrôle absolu. Il n'y a pas de cris, pas d'explosion, juste un calme dangereux. Il n'a aucun intérêt à échanger des insultes ou à perdre son sang-froid. Il veut une confrontation directe, une mise au jour impitoyable de la vérité. Un par un, il expose chaque détail qu'Émilie a avoué, les absences forcées à l'école, les jours passés à ramasser des bouteilles et des fruits sauvages sous le soleil brutal, les ecchymoses qui tachent ses petits bras, les repas maigres, la faim si sévère que leurs corps sont devenus émaciés, et les menaces cruelles que Laura a proférées. Si vous ne gagnez pas assez d'argent, vous serez laissé dehors, sans nourriture, sans rentrée. À chaque mot, sa fureur se multiplie, mais sa voix ne faiblit jamais. Son regard froid et fixe est verrouillé sur Laura.
Laura ricane. Son visage est rougi par l'alcool, mais ses yeux sont toujours pleins de défi et de mépris. De quoi tu parles, David? Tu délires? Ces gamins te manipulent trop facilement avec leurs histoires inventées. Tout ce qu'ils veulent, c'est ton attention, ta pitié après que tu sois parti si longtemps. Son ton est plein de mépris. Tu es parti en vadrouille, me laissant ici me débattre seul avec ces deux gamins têtus. As-tu la moindre idée de ce que j'ai dû endurer? J'ai tout porté seul. Où étais-tu? As-tu déjà pensé à moi? Laura est soudain à bout de souffle, puis elle laisse échapper un rire tordu et amer. L'arrogance a disparu, remplacée par un mélange de désespoir et de ressentiment. Tu penses que ça a été facile pour moi? Tu penses que je voulais ça? Tu disparais sans laisser de traces et tu me laisses avec ce fardeau. Sais-tu à quel point j'ai dû me battre pour que les choses tiennent? L'argent est serré, le salaire que tu envoies nous permet à peine de survivre, et les gamins demandent toujours, dépensent toujours. Tu penses qu'il me reste un plaisir dans ma vie autre que ces bouteilles? J'ai essayé. J'ai essayé d'être une bonne belle-mère, une bonne épouse, mais elles ne m'ont jamais accepté. Elles regrettent toujours leur vraie mère, elles me combattent, quoi que je fasse. C'est faux. Je suis fatigué, David. Fatigué de tout. As-tu déjà essayé de me comprendre? Tout ce qui t'importe, ce sont tes gamins. Elle ricane à nouveau, son visage tordu dans un mélange de colère, de désespoir et de quelque chose qui s'apparente à de la pitié. Tu penses que j'aime vivre comme ça? Je n'en peux plus. J'ai ma propre douleur, David. T'es-tu jamais soucié de moi? As-tu déjà demandé si j'allais bien pendant que tu étais parti pendant des semaines entières? As-tu jamais remarqué la pression sous laquelle j'étais, ou voulais-tu juste que quelqu'un remplace ton ex-femme et que tu puisses lui décharger tout ce poids? David la regarde droit dans les yeux. Tu confonds l'amour et le contrôle, Laura. Ce dont j'avais besoin de toi, c'était de l'amour. Ce dont tu avais besoin de moi, c'était de l'argent et des biens matériels. Je ne t'ai jamais vu leur donner ou me donner de l'affection réelle. La déception monte en lui. Il avait cru autrefois que cette femme serait une seconde mère pour ses enfants, quelqu'un qui les protégerait. Maintenant, elle n'est rien de plus qu'une ombre de cruauté, d'égoïsme et de dépendance. Les allusions qu'elle a faites à son malheur personnel et à ses difficultés ne peuvent en aucun cas excuser les abus et l'exploitation d'enfants qu'elle a commis. Au contraire, elles ne font qu'accroître le dégoût de David pour elle. Soudain, Laura se lève d'un bond. Elle titube légèrement mais garde son équilibre, ses yeux flamboyants de fureur et de haine, comme un animal acculé. Tu as oublié qui tu es, David? Un ancien soldat hanté par la guerre, mentalement instable. Tu penses vraiment que tu es apte à élever des enfants? Elle s'approche jusqu'à ce que quelques mètres seulement les séparent. L'odeur d'alcool qui se dégage d'elle est plus forte que jamais, comme un nuage toxique. J'ai été là, à m'occuper de ces gamins pour toi, pendant que tu étais on ne sait où, sans te soucier de savoir s'ils vivaient ou s'ils mouraient. Tu ne sais rien de la paternité, David. Je vais m'assurer que tout le monde sache que tu as des problèmes psychologiques post-militaires, que tu n'es pas apte à élever des enfants. Je vais t'emmener au tribunal et je vais obtenir la garde de ces gamins. Je vais m'assurer que tu ne poses plus jamais la main sur eux. Laura lâche un autre rire amer et venimeux. Et bien sûr, je garderai les allocations militaires que tu touches. C'est tout ce que tu as, n'est-ce pas? Tu vas tout perdre. Ces mots sont une attaque directe et personnelle, visant le point le plus vulnérable de David, son passé militaire et les avantages dont il dépend pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est une menace indéniable de le dépouiller à la fois de son rôle de père et de sa bouée de sauvetage financière. Mais David ne bronche pas. Son visage reste d'un calme déconcertant, ses yeux froids et tranchants comme une lame fraîchement aiguisée. Il sait que Laura essaie de le manipuler, de le pousser à perdre le contrôle et à se détruire aux yeux de la loi. Mais il a affronté suffisamment de guerres psychologiques dans l'armée pour reconnaître le piège. Il n'est pas sur le point d'y tomber. David n'argumente pas. Il ne se défend pas. Il en a assez entendu, plus qu'assez. Il sort son téléphone de sa poche sans un instant d'hésitation. Les yeux de Laura s'écarquillent, choqués et furieux, quand elle voit ce qu'il est en train de faire. Elle fait un geste pour s'emparer du téléphone, mais David est plus rapide. Il compose le numéro de Tom, son ami le plus proche dans la police. Tom, dit David, sa voix claire, froide et ferme, chaque mot atterrissant comme un clou enfoncé dans du bois. J'ai besoin de ton aide tout de suite. J'ai besoin que tu viennes ici immédiatement. J'ai besoin que tu m'aides à recueillir des preuves officielles et à protéger mes enfants. Il fixe Laura dans les yeux pendant qu'il parle, son regard une déclaration de guerre.
Laura se fige, ses yeux toujours écarquillés, réalisant enfin la gravité de la situation. Ce n'est plus une simple dispute conjugale. À l'autre bout du fil, Tom écoute attentivement, sa voix lourde d'inquiétude. Il répond simplement, « D'accord, David. J'arrive. Garde les enfants en sécurité. » Au moment où David met fin à l'appel, un message arrive sur son téléphone. Il l'ouvre. Le message de Tom est court, mais il porte le poids d'un soutien professionnel. « Je commence maintenant. J'aurai besoin des déclarations des voisins, des enseignants, et surtout, des enfants. Je vais t'aider à porter ça devant un tribunal. » David remet le téléphone dans sa poche. Il regarde Laura. Il n'y a plus aucune trace de douleur ou de surprise dans ses yeux, seulement la résolution froide et tranchante d'un soldat prêt à se battre à tout prix pour protéger ce qu'il aime le plus, sa famille. La bataille juridique a officiellement commencé, et David ne reculera pas. Dans les jours qui suivent la confrontation tendue dans la cuisine, la maison est enveloppée d'une atmosphère lourde, mais différente. Le silence n'est plus le calme d'une maison négligée. C'est le silence d'une bataille sur le point de commencer. David n'est plus l'homme vaguement distrait qui essaie de réparer des fissures invisibles. Il est maintenant un ancien soldat entraîné à agir avec détermination, et sa seule mission est de rassembler des preuves, de renforcer son dossier et de libérer ses filles de l'emprise cruelle de Laura. Tom, son ami de confiance dans la police, s'est immédiatement mis au travail et son soutien professionnel est inestimable. Le lendemain matin, David et Tom se rendent à l'école primaire d'Emily. En entrant dans le bureau du directeur, David sent une tension distincte dans l'air. Le directeur, une femme d'âge mûr sévère mais compatissante, est assise, attendant à côté de l'institutrice d'Emily, Mademoiselle Miller. « Bonjour, David », commence Mademoiselle Miller, sa voix remplie d'inquiétude. « Nous sommes si heureux que vous soyez venu. » Emily est une élève brillante et travailleuse, toujours parmi les meilleures de sa classe. Mais dernièrement, elle a manqué de nombreux jours d'école sans raison valable, et quand elle vient, elle a l'air épuisée, parfois visiblement plus mince. Nous avons essayé à plusieurs reprises de joindre Madame Laura par téléphone, par courrier, même par email, mais nous n'avons jamais obtenu de réponse claire. Elle donne toujours des explications vagues, comme Emily a la grippe ou nous avons dû voyager de façon inattendue. Cela nous a beaucoup inquiétés. Le directeur acquiesce. C'est exact. Nous avons remarqué une baisse marquée des résultats scolaires d'Emily et de sa santé en général. Son dossier de présence montre une augmentation soudaine des absences au cours des derniers mois. Nous pensons que quelque chose de grave ne va pas. Tom ouvre son carnet, enregistrant soigneusement chaque détail, chaque absence que le directeur et Mademoiselle Miller énumèrent à partir des dossiers scolaires. David sent une douleur aiguë dans sa poitrine. Chaque jour manqué aurait pu être un jour où sa fille endurait quelque chose d'horrible. Les mensonges de Laura sont maintenant d'une clarté crue et indéniable. De l'école, David et Tom vont rendre visite à Madame Grace, la gentille femme âgée qui habite de l'autre côté de la rue. Elle ouvre la porte, une lueur d'hésitation et de peur dans les yeux quand elle voit Tom dans son uniforme de police. Madame Grace, commence Tom d'un ton doux et rassurant. Nous savons que c'est difficile, mais nous avons besoin de votre aide pour protéger Emily et Sophie. Avez-vous déjà vu quelque chose d'inhabituel se passer chez David ? Madame Grace regarde David, ses yeux remplis de culpabilité. Après un moment d'hésitation, elle prend une profonde inspiration. J'ai vu Laura à plusieurs reprises déposer les deux petites filles sur ce tronçon de route près des boîteaux le matin, juste à côté de la décharge. Elle marchait généralement, et l'après-midi, elle revenait les chercher. Elle portait souvent des sacs lourds quand elle revenait. Et je l'ai aussi entendu leur crier dessus durement, dire même des choses qu'aucune mère ne devrait jamais dire. Madame Grace raconte, sa voix tremblante comme si elle avait gardé ses vérités en elle pendant bien trop longtemps. J'ai voulu vous le dire, David, mais chaque fois que j'essayais de demander des nouvelles des filles, Laura devenait si défensive, presque hostile. Elle ne m'a jamais laissé m'approcher d'elle. Sa déclaration en tant que témoin direct est une preuve cruciale, confirmant que Laura a forcé les enfants à travailler. Après cela, David et Tom retournent au centre de récupération. L'homme au comptoir, celui qui avait aidé David auparavant, n'hésite pas à coopérer avec la police. Il remet tous les reçus de paiement en espèces, marqués du code L, des derniers mois, avec les dates et les heures de chaque transaction. Tom photographie soigneusement tout. David les compare aux jours où Emily a été absente de l'école. Tout s'aligne parfaitement. Les jours où Emily a manqué l'école sont exactement les mêmes jours où ses reçus ont été émis. L'homme ajoute également « Mon fils joue parfois avec Emily.
Il a dit qu'Émilie et Sophie doivent souvent ramasser des bouteilles et des fruits sauvages dans les bois près de la décharge pour gagner de l'argent. La plupart du temps, elles viennent seules et ce n'est que plus tard qu'un adulte se présente pour récupérer l'argent. Ce témoignage renforce encore la preuve que Laura exploitait les enfants pour les faire travailler et le dissimulait. Enfin, Tom et David s'arrêtent au bar habituel de Laura. L'ami de David, un agent de sécurité, les attend déjà. Il ne se contente pas de confirmer que Laura venait souvent acheter de l'alcool fort juste après le moment où elle recevait de l'argent du centre de recyclage, mais il fournit également des détails sur son ivresse fréquente, son comportement perturbateur et même ses disputes avec le personnel. Il montre à Tom plusieurs clichés des caméras de sécurité du bar, capturant Laura en train d'acheter de grandes quantités d'alcool, son visage rougi, ses yeux vitreux. Ces images sont la preuve visuelle indéniable de son alcoolisme et du lien entre l'argent gagné par les enfants et ses achats d'alcool. Alors que David et Tom recueillent de plus en plus de preuves, Laura commence à sentir la corde qui se resserre. Elle n'agit plus de manière indifférente ou arrogante. Son agressivité et sa colère envers David deviennent plus évidentes. Elle lui lance des remarques venimeuses, le traitant d'inutile, insistant sur le fait qu'il ne pourrait jamais la toucher, l'accusant d'inventer des mensonges pour la détruire. Elle essaie même d'appeler David à plusieurs reprises pour le menacer ou intimider les témoins, mais David reste impassible, refusant de réagir à ses provocations. Il sait qu'elle essaie de l'attirer pour qu'il perde son sang-froid et compromette l'affaire. Tout doit être fait strictement selon les règles, sans laisser de place aux émotions personnelles. Silencieusement, il se concentre sur le fait de prendre soin de ses filles, essayant de rattraper le temps perdu. Émilie et Sophie, bien que portant encore des cicatrices émotionnelles, ont commencé à faire plus confiance à leur père, et la peur dans leurs yeux cède lentement la place à une lueur d'espoir. La patience et la détermination de David, ainsi que l'aide professionnelle de Tom, ont produit un ensemble de preuves solides et irréfutables. Toutes les pièces éparses, les témoignages des enseignants et des voisins, les reçus du centre de recyclage, la preuve des achats d'alcool et l'état des filles, forment maintenant une image complète et troublante des abus de Laura. Ce week-end-là, une enveloppe scellée portant le sceau du tribunal arrive à la maison. David l'ouvre, en sentant le poids dans ses mains. À l'intérieur se trouve un avis officiel, clair et définitif. L'audience de garde et les accusations de maltraitance d'enfants seront entendues ce vendredi au tribunal du comté. David regarde l'enveloppe, puis par la fenêtre où la dernière lumière du jour se répand. Maintenant, tout va éclater au grand jour. La justice est en route. Vendredi, le matin commence par l'audience. L'air dans la petite salle d'audience est lourd de tension. Chaque siège est rempli de représentants des services de protection de l'enfance, d'avocats et de témoins clés comme Madame Gress et l'institutrice d'Émilie. David est assis au premier rang, une main serrant les doigts froids d'Émilie, l'autre berçant Sophie près de lui, sentant le battement de cœur faible mais plein d'espoir de l'enfant. Ses yeux se posent sur Laura, assise en face de lui. Elle a l'air complètement différente, bien habillée, les cheveux soigneusement relevés, le visage soigneusement maquillé, faisant de son mieux pour se présenter comme une femme raffinée et respectable, rien à voir avec la silhouette ivre et hagarde que David a vue pendant des mois. Un masque parfait. L'audience commence. Laura est la première à parler, d'une voix tremblante, pleine de tristesse et de gravité théâtrale. Elle se présente habilement comme la victime de l'histoire. « Votre honneur », commence-t-elle, les yeux scintillants alors qu'elle regarde le juge. « J'ai fait de mon mieux pour m'occuper des enfants de mon mari pendant son absence, mais David, c'est un ancien soldat. Il a subi un traumatisme psychologique à cause de son service. Il est instable. Je crains qu'il ne soit pas capable d'élever les enfants, et je veux seulement les protéger de l'instabilité de leur père. » Laura renifle et pleure doucement, essayant de séduire le juge et toutes les personnes présentes avec sa démonstration calculée d'impuissance. C'est au tour de David. Il se lève, son regard perçant balayant Laura avant de se poser sur le juge. Il ne perd pas de temps en préambule ou en émotions personnelles. Au lieu de cela, il expose les preuves avec clarté et précision, un élément à la fois, ne laissant à Laura aucune marge de réfutation. Il commence par des photographies des piles de bouteilles recyclables empilées dans le garage, des gants d'enfants souillés de saleté qui ont été examinés par des experts, et des sacs de fruits sauvages trouvés dans le coffre de la voiture de Laura. Ensuite, il présente les reçus de paiement en espèces du centre de récupération, correspondant exactement au jour où Émilie a été absente de l'école. David soumet également les dossiers de présence de l'école, ainsi que les déclarations signées de l'institutrice d'Émilie et de Madame Gress, la voisine qui a tout vu. « Votre honneur », dit David, sa voix ferme et résonnante qui porte à travers la salle d'audience.
Ces preuves montrent clairement que mes enfants ont été forcés à travailler, privés de leur éducation et maltraités dans leur propre maison alors qu'ils étaient sous la garde de Madame Laura. Ensuite, c'est au tour d'Émilie. David s'approche de sa fille, tenant sa petite main fermement mais doucement, lui offrant un encouragement silencieux. Émilie s'avance à la barre des témoins, ses petites jambes tremblantes. Son visage est pâle, ses yeux toujours embués d'une peur profonde, mais quand David la regarde, son regard lui donne une force tranquille. Émilie prend une profonde inspiration. Sa voix est petite mais ferme alors qu'elle commence à parler. Elle raconte les jours où elle a dû manquer l'école, comment Laura l'a forcée à ramasser des bouteilles et à cueillir des fruits sauvages sous le soleil de plomb, tout ça pour gagner de l'argent pour que Laura achète de l'alcool. Elle décrit les repas maigres, les fois où elle a eu faim et les constantes réprimandes et menaces. Remontant sa manche, Émilie révèle une ecchymose faible mais toujours visible sur son bras. Une preuve vivante. Maman Laura a dit que si je ne gagnais pas assez d'argent, je serais enfermée dehors sans nourriture, sans avoir le droit de rentrer à la maison, dit Émilie, sa voix se brisant en sanglots. J'avais tellement peur. J'ai peur de maman Laura. Les sanglots d'Émilie résonnent dans la salle d'audience, déchirant le cœur de toutes les personnes présentes. Un lourd silence s'installe, brisé seulement par ses pleurs discrets. Même le visage de Laura devient pâle. Elle ne peut plus maintenir son sang-froid ou la façade de pitié qu'elle a arborée. Ensuite, c'est au tour de Sophie. Elle est bien trop jeune pour comprendre pleinement ce qui se passe, ne pouvant que sentir la tension dans l'air. Elle s'accroche fermement à la main de David, ses yeux innocents balayant la pièce à la recherche d'un visage familier. Lorsque le juge lui demande si elle a quelque chose à dire, Sophie répond simplement de sa petite voix naïve, « Maman a dit de ne pas dire qu'on ramassait des bouteilles, sinon on aurait de gros ennuis et on n'aurait pas le droit de rentrer à la maison. Elle a aussi dit de ne pas le dire à papa David. » Les mots directs et innocents de Sophie sont comme un coup émotionnel. La salle d'audience tombe dans un silence de mort. Même le juge, qui a gardé une expression sévère tout au long de la procédure, montre une brève lueur d'émotion. Il frappe son marteau fermement. J'ordonne aux forces de l'ordre et aux services de protection de l'enfance de mener immédiatement une enquête plus approfondie à la résidence de Madame Laura. Il tourne son regard directement vers Laura. Et j'ordonne par la présente que Madame Laura soit temporairement séparée des enfants, avec effet immédiat. La bouche de Laura s'ouvre, son visage se vide de sa couleur. Elle ne s'attendait pas à ce que les choses tournent si vite et si mal contre elle. Elle essaie de protester, de se défendre, mais il est trop tard. Chaque preuve, chaque déclaration, surtout, les mots honnêtes des enfants eux-mêmes l'ont condamnée au-delà de tout déni. David prend Sophie dans ses bras et serre Émilie contre lui. Ses yeux sont fixés sur Laura, non pas avec une colère explosive, mais avec une profonde tristesse mêlée de déception. « Laura, dit-il, sa voix basse mais assez claire pour qu'elle l'entende. Mes enfants, ils ne t'ont jamais haï. Ils avaient seulement peur. Et c'est ce que tu as fait, la façon dont tu les as traités, qui les a rendus craintifs et les tiendra éloignés de toi pour toujours. » Il n'attend pas la réaction de Laura. Se détournant, David conduit ses filles hors de la salle d'audience, laissant Laura affronter la sentence qui l'attend. Le juge regarde David, puis Émilie et Sophie. Sa voix est solennelle. Sur la base des preuves et des témoignages présentés lors de cette audience, le tribunal rendra sa décision sur la garde et la sentence pour Madame Laura aujourd'hui. David resserre son emprise sur les mains de ses filles, sentant une vague de soulagement l'envahir, ainsi qu'un espoir clair et montant pour le nouvel avenir qui s'ouvre devant eux. Un mois après l'audience, la vie de David et celle de ses deux filles ont complètement changé. Le verdict contre Laura a été rendu avec des preuves irréfutables et le témoignage des enfants eux-mêmes. Laura a été condamnée à la prison pour maltraitance et exploitation d'enfants. David n'a plus à vivre sous la peur ou la manipulation qu'elle exerçait autrefois sur eux. Laura a finalement payé le prix de ses actes. David a obtenu la garde complète d'Émilie et Sophie. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ancienne maison, un endroit qui contenait trop de souvenirs douloureux et de rappels de la souffrance de sa fille. Il a décidé de la vendre. Avec l'argent de la vente, il a acheté une maison plus petite et plus confortable dans une banlieue tranquille, loin des routes qui mènent au centre de récupération ou au bar local. Il a également trouvé un nouvel emploi, qui ne nécessite pas de longs trajets ou de longues périodes de formation, afin de pouvoir passer plus de temps avec ses filles. La nouvelle vie a commencé comme une sorte de thérapie de guérison pour tous les trois. Émilie et Sophie ont recommencé à aller à l'école régulièrement. Chaque matin, David préparait personnellement un petit déjeuner équilibré pour ses filles, puis les conduisait à l'école.
Émilie ne jetait plus de regard craintif vers l'horloge ou son sac à dos vide. Elle étudiait assidûment, retrouvant lentement son sourire innocent et joyeux. Sophie, sa fille de 3 ans, est également sur la voie de la guérison. Elle n'est plus mince ou pâle. Les rires de Sophie et son petit bavardage remplissent maintenant leur nouvelle maison. Elles ont des repas nutritifs, assez de sommeil, surtout, elles sont aimées et protégées. David consacre chaque moment libre à ses filles. Ensemble, ils ont planté un petit jardin derrière la maison. Les graines fraîches dans le sol servent de symbole à leur nouveau départ. Ils ont planté des fleurs et des légumes, s'en occupant chaque jour pour remplir le vide et apporter de la joie. David a également ramené un adorable chiot à la maison, qu'il a appelé Buddy. Buddy est rapidement devenu un membre inséparable de la famille, apportant rire et chaleur dans leur vie. C'est un bel après-midi ensoleillé. David est assis dans le jardin, lisant un livre, et Émilie court vers lui. Dans ses mains, il y a un nouveau dessin. David le regarde. L'image est peinte avec des couleurs vives et lumineuses. On y voit 3 personnes, David, Émilie et Sophie, qui se tiennent la main sous un ciel bleu clair et sans nuages. À côté d'eux se trouve une petite maison confortable avec un jardin verdoyant et un chien qui remue la queue. Le dessin est simple, mais plein de sens, rayonnant de paix, de bonheur et d'amour. David sourit et serre Émilie dans ses bras. « Tu dessines magnifiquement, Émilie. Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Émilie sourit, son visage radieux. « C'est notre maison, papa. » Plus d'appels téléphoniques tard dans la nuit qui le faisaient faire les 100 pas, le cœur serré d'inquiétude. Plus de secrets murmurés derrière des portes closes, lourds de peur. Plus de larmes qui trempaient les petits oreillers dans l'obscurité. Ces ombres se sont enfin dissipées. Maintenant, le salon est rempli seulement de la lumière dorée d'un nouveau départ. Le regard de David se pose sur le dessin au crayon, épinglé au mur. 2 enfants souriants qui lui tiennent la main sous un grand ciel ensoleillé. Le papier est froissé, les couleurs dépassent des lignes, mais pour lui, c'est plus beau que n'importe quel chef-d'œuvre. Il regarde Émilie et Sophie, leur rire se répandant dans l'air alors qu'elles jouent, se poursuivant sur le tapis usé. Le son est comme de la musique, le genre qui s'infiltre dans ses os et apaise des douleurs dont il n'avait pas conscience. Le soulagement l'envahit par vagues lentes et régulières, se mêlant à une profonde et tranquille satisfaction. Oui, la route à venir aura encore ses collines et ses tempêtes. La guérison n'est pas un moment unique, c'est un voyage. Mais en regardant ses filles tourner en rond de joie, David sent une certitude s'ancrer en lui. Avec l'amour pour les guider et la résilience pour les porter, sa petite famille continuera d'avancer, toujours vers la lumière d'un avenir qui lui semble enfin à portée de main. L'histoire de David, Émilie et Sophie ne se termine pas par une fin parfaite, mais par un nouveau commencement, une guérison lente et pleine d'espoir. Du moment où cette porte s'est ouverte pour révéler une fête d'anniversaire qui n'était rien de plus qu'un morceau de pain rassis, à la confrontation tendue dans la cuisine et au processus éreintant de collecte de preuves, nous avons été témoins du parcours d'un père, d'incertain et inconscient à inébranlablement déterminé. David, un ancien soldat, a appris une leçon coûteuse. La vigilance n'est pas seulement pour le champ de bataille. Parfois, les plus grands dangers se cachent à l'intérieur même des murs de la maison, déguisés en confort familier. Il a surmonté la douleur et le regret pour prêter attention même aux plus petits signaux. La peur dans les yeux d'Émilie, les mots murmurés de Sophie, ou même l'odeur étrange de fumée de cigarette. C'est sa persistance à chercher la vérité, malgré le déni et les menaces, qui lui a permis de sauver ses filles. Cette histoire est aussi un rappel de l'importance de faire confiance à notre entourage, surtout aux enfants. Émilie et Sophie ont essayé de lancer des appels à l'aide à travers des dessins, des murmures et des regards craintifs. Si David n'avait pas eu le courage de regarder plus en profondeur ou la patience de rassembler les indices, la tragédie aurait pu se poursuivre. Le message que cette histoire porte réside dans le pouvoir de l'observation, le courage de faire face aux vérités difficiles, et surtout, l'amour inconditionnel d'un parent. Parfois, les fissures dans la vie ne font aucun bruit, mais si nous sommes assez perspicaces pour les remarquer et assez forts pour les réparer, la lumière trouvera toujours son chemin. Merci d'avoir marché aux côtés de David, Émilie et Sophie à travers ce voyage émotionnel. J'espère que l'histoire vous a donné des moments de profonde réflexion. Dans chacune de nos vies, y a-t-il des fissures silencieuses que nous devons écouter plus attentivement? Y a-t-il des yeux qui implorent silencieusement notre attention? Gardez toujours votre cœur ouvert et vos yeux vifs, et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur cette histoire dans les commentaires ci-dessous.